En 1933, l'Allemagne était une nation brisée. 10 ans plus tôt, le mark s'était effondré au point qu'une brouette de billets ne suffisait pas pour acheter une mie de pain. Le chômage dépassait les 6 millions. Les usines tournaient à un tiers de leur capacité. L'armée, la Reichswehr, était limitée par le traité de Versailles à 100 000 hommes. Pas un char, pas un avion militaire, pas un sous-marin. Et pourtant, à peine 6 ans plus tard, les divisions blindées d'Adolf Hitler franchissaient la frontière polonaise à l'aube du 1er septembre 1939. 11 mois plus tard, les soldats allemands défilaient sur les Champs-Élysées. En 1941, le Reich contrôlait un territoire qui s'étendait des côtes atlantiques de la France jusqu'aux abords de Moscou. Comment cela a-t-il été possible? Quels engrenages cachés, quels accords à huis clos, quelle coercition sur les industriels, les scientifiques et les travailleurs ont rendu possible ce saut d'une économie en ruine à la machine de guerre la plus redoutée du XXe siècle? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, de l'intérieur. L'argent sur lequel tout a démarré était de l'argent fictif. Le 3 juin 1933, 4 mois après que Hitler eut prêté serment comme chancelier, se tint une réunion qui allait changer l'histoire. Y participèrent le ministre de la Défense, Werner von Blomberg, Hermann Göring, le secrétaire d'État au ministère de l'Air, Erhard Milch, et surtout Hjalmar Schacht, l'homme qui allait être l'architecte financier du réarmement allemand. Le chiffre convenu ce jour-là fut de 35 000 millions de Reichsmarks, à dépenser en 8 ans à un rythme de près de 4 400 millions par an. Pour comprendre l'ampleur, le revenu national total de l'Allemagne en 1933 était tombé à seulement 43 000 millions de Reichsmarks. Schacht proposait qu'entre 5 et 10% du produit intérieur brut du pays soit consacré à la défense pendant près d'une décennie dans une nation avec un revenu par habitant qui, en termes actuels, ressemblerait à celui de l'Iran ou de l'Afrique du Sud de ces années-là. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont atteint ce niveau de dépenses militaires que pendant les phases les plus intenses de la guerre froide, soutenues par des économies incomparablement plus riches. Le problème était évident. Réunir ne serait-ce que la première tranche de ces 35 000 millions par le biais d'impôts ou d'une dette conventionnelle était impossible vu l'état des marchés financiers allemands. Schacht devait inventer l'argent. Ce qu'il inventa fut la Mefo-Wechsel, la lettre Mefo. La Metallurgische Forschungsgesellschaft MBA, Mefo, Société de recherche métallurgique, fut créée avec un capital nominal d'à peine 1 million de Reichsmarks, apporté par 5 entreprises. Vereinigte Stahlwerke, Krupp, Siemens, Deutsche Industriewerke et Gute Hoffnungshütte. Les 2 dernières étaient des productrices directes d'armement. Siemens et Vereinigte Stahlwerke, bien que bénéficiaires des dépenses militaires, furent incluses surtout pour leur notation de crédit. La Mefo était, en termes pratiques, une société écran. Sa fonction était d'émettre des billets à ordre au nom des fournisseurs du réarmement. Les fournisseurs Mefo recevaient ces billets à ordre en paiement de leurs fournitures militaires et pouvaient les escompter auprès de la Reichsbank avec une légère décote. Étant donné que les titres payaient de bons intérêts et étaient implicitement garantis par l'État, la plupart ont circulé sans être liquidés. Le résultat fut un système de financement hors budget, invisible pour les marchés extérieurs, avec lequel le gouvernement masqua pendant des années l'ampleur réelle du réarmement aux yeux de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. À l'automne 1933, commença l'émission limitée pour les premiers fournisseurs de la Luftwaffe. En avril 1934 débuta le décaissement à grande échelle. En 1936, la machine était en marche et le secret était difficile à maintenir. Mais il y a une chose qu'il convient de clarifier avant de continuer. En décembre 1931, alors que Schacht préparait encore les bases du réarmement,
l'état-major de la Reichswehr avait approuvé le soi-disant Rüstungsplan, le plan de réarmement qui demandait seulement 480 millions de Reichsmark sur 5 ans pour doter l'Allemagne de 21 divisions de défense équipées d'artillerie, de chars et d'avions. Un plan modeste, techniquement dans les limites du traité de Versailles. L'Umbo-plan de novembre 1932, autorisé par le général Kurt von Schleicher, était plus ambitieux. Il prévoyait une armée permanente de 20 et une division construite autour d'un noyau de 147 000 soldats professionnels. Ce que Hitler ordonna en juin 1933 pulvérisa toutes ses limites. Les dépenses militaires convenues étaient près de 3 fois supérieures à la totalité des mesures civiles de création d'emplois approuvées en 1932 et 1933. Le programme de travaux publics, y compris les Autobahnen, était, en termes de volume réel, une opération cosmétique comparée à ce qui se passait dans les casernes, les terrains d'essai, les chantiers navals et les hangars. Il y a une image que les nazis ont travaillée avec un soin extrême, celle de Hitler posant le premier coup de pelle dans le sol de Francfort-Darmstadt, le 23 septembre 1933, inaugurant les travaux de la première Autobahn. Les caméras des actualités ont enregistré que le Führer n'a pas seulement remué la terre, mais qu'il a rempli une brouette entière. Ce fut l'un des moments les plus photographiés de cette année-là. Fritz Todt avait convaincu Hitler avec un argument qui mêlait économie et stratégie. Il calcula qu'avec un budget annuel d'1 milliard de Reichsmarks, il pourrait employer 600 000 travailleurs, particulièrement si l'on limitait au maximum l'utilisation de machines, et que ces autoroutes permettraient de déplacer 300 000 soldats de la frontière orientale à la frontière occidentale en 2 nuits de conduite intense. Cette armée de 300 000 hommes triplait la limite imposée par Versailles. Todt n'était pas un constructeur de routes pensant à des camions de transport de marchandises. C'était un ingénieur militaire déguisé en urbaniste. Le chômage chuta de plus de 6 millions en janvier 1933 à environ 4 millions en à peine 6 mois. Cette baisse était réelle, mais ses causes étaient extrêmement complexes. Le réarmement, les contrats de l'armée, le service du travail obligatoire, l'expulsion des femmes mariées du marché du travail, la suppression statistique de certaines catégories de chômeurs. La bataille pour le travail, comme l'appelait la propagande de Goebbels, relevait bien plus du théâtre que de la politique économique keynésienne. Le chômage avait commencé à baisser avant même que Hitler ne prenne le pouvoir, suivant une tendance qui était déjà visible à la fin de 1932. Ce que le régime a fait, c'est s'approprier le moment et le magnifier, jusqu'à le transformer en symbole de renaissance nationale. Mais l'effet réel des Autobahnen sur le chômage fut marginal. En 1933, pas plus de 1000 travailleurs n'étaient sur les premiers chantiers. 12 mois après la désignation de Todt comme inspecteur général des routes allemandes, le nombre s'élevait à peine à 38 000 ouvriers, une fraction infime. Ce que la propagande a présenté comme le symbole de la Renaissance allemande était, du point de vue économique, presque insignifiant. Les fonds réels, les décisions de fonds, affluaient ailleurs, vers les casernes, les terrains d'essai, les chantiers navals et les ateliers d'armement. Selon les données recueillies par Adam Tooze dans The Wages of Destruction, le programme de travail militaire convenu en juin 1933 était près de 3 fois supérieur à la totalité des mesures civiles de création d'emplois des années 1932 et 1933 combinées. Et puis il y avait la question des travailleurs eux-mêmes. Un article de la Deutsche Medizinische Wochenschrift du 6 novembre 1936 a documenté quelque chose que les actualités n'ont jamais montré, un taux anormalement élevé d'hernie discale chez les ouvriers de la construction d'autoroutes. Les travailleurs aux pièces, en compétition pour maximiser leur rendement horaire lors de journées allant jusqu'à 10 heures avec une courte pause pour déjeuner, se blessaient la colonne vertébrale de manière systématique. C'étaient les conditions réelles derrière l'image héroïque du trabajador allemand construisant les routes du futur. Avec les fonds de l'autobahn canalisés et la propagande faisant son travail, Todt a construit une organisation qui, en temps de guerre,
allait être la plus grande machine de construction d'Europe. Ces équipes, dont beaucoup étaient intégrés par des travailleurs forcés pendant le conflit, ont élevé des bunkers sur le mur de l'Atlantique, des installations industrielles enterrées sous terre dans les Alpes, des ponts militaires sur le front oriental et des nids de mitrailleuses de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Nord. L'autobahn a été le laboratoire. La guerre a été le véritable projet. Le 17 octobre 1933, très tôt le matin, des agents du gouvernement ont arrêté le docteur Hugo Junkers dans sa maison de vacances à Bayrischzell, dans les Alpes bavaroises, sous des accusations de trahison. Junkers était le pionnier de l'aviation allemande, l'ingénieur qui, dans son usine de Dessau, avait construit le premier avion entièrement métallique du monde. Son usine était, de loin, la plus grande usine d'aviation d'Allemagne. Après 24 heures de garde à vue, Junkers, déjà âgé, à la santé brisée, signa la cession de son entreprise au Reich. Le contrôle fut remis à Heinrich Koppenberg, un vétéran du conglomérat Flick expérimenté dans l'industrie de l'armement de la Première Guerre mondiale. À partir de ce moment, l'usine de Dessau est devenue le cœur productif de la nouvelle puissance aérienne allemande. Ce que Hermann Göring et son secrétaire d'État Erhard Milch construisaient était unique. Les entreprises aéronautiques allemandes, Arado, Heinkel, Dornier, Focke-Wulf et Bayerische Flugzeugwerke, connues commercialement sous le nom de Messerschmitt, étaient nominalement privées. Mais dans la pratique, elles étaient des créatures du ministère de l'Air du Reich. Elles n'avaient pas de production civile alternative. Les avions militaires qu'elles fabriquaient à la fin des années 30 n'avaient aucune valeur en tant que produits commerciaux. Toute la capacité installée, tous les ingénieurs, tous les ateliers spécialisés dépendaient absolument du contrat d'État. C'était une industrie qui ne pouvait pas survivre sans la guerre. Dans le classement des 100 plus grandes entreprises privées allemandes à la fin des années 30, Junkers, avant sa phase d'expansion la plus dramatique, occupait déjà la 12e place aux côtés de Daimler-Benz, dont la position dans la liste était due en grande partie à l'expansion de ses moteurs d'aviation. BMW était dans une situation similaire. Siemens et AEG fournissaient des sous-composants électroniques à la Luftwaffe par l'intermédiaire de leur filiale conjointe Telefunken. L'aluminium et le magnésium arrivaient de Vereinigte Aluminiumwerke et d'IG Farben. L'acier de haute qualité venait de Rolands Deutsche Edelstahlwerke et de Krupp. Daimler-Benz et ITT Lorenz, Bosch, Henschel et Blum et Voss étaient tous de la partie. C'était un écosystème industriel que l'État avait créé de toutes pièces en moins d'une décennie, enchevêtrant les grandes corporations existantes dans un réseau de contrats, d'incitation et, quand cela était nécessaire, de coercition. En 1938, 6 entreprises aéronautiques spécialisées figuraient parmi les 100 plus grands employeurs privés d'Allemagne. Aucune d'entre elles ne serait même apparue parmi les 500 plus grands en 1933. Sans carburant, les chars sont du fer rouillé. Sans essence, les avions sont des tubes d'aluminium sur des roues en caoutchouc. L'Allemagne n'avait pas de pétrole, elle avait du charbon. Des quantités énormes de charbon dans le bassin de la Ruhr et en Silésie, mais pratiquement aucun gisement de pétrole brut. Dans une guerre motorisée moderne, c'était une condamnation à mort stratégique. La solution était développée par les chimistes d'IG Farben depuis les années 20. Dans son installation de Leuna, près de Merseburg, dans la ceinture industrielle du centre de l'Allemagne, l'entreprise avait commencé en 1928 la construction de la première usine au monde pour l'hydrogénation du charbon, le procédé alchimique par lequel le charbon se transforme en essence. L'investissement fut de 330 millions de Reichsmarks. Karl Bosch, le directeur d'IG Farben, a parié sur cette technologie convaincu que le pétrole mondial s'épuiserait bientôt. Le pari a tourné court. En octobre 1930,
Des foreurs dans l'est du Texas ont découvert le fameux géant noir, le plus grand gisement pétrolier jamais trouvé jusqu'alors. Le prix mondial du brut s'effondra. L'usine de Leuna se retrouva sans justification économique. Mais pour Hitler, l'investissement de Leuna était exactement ce dont il avait besoin. En août 1933, le secrétaire d'État Milch communiqua à Karl Krausch, le responsable technique du programme de synthétique d'I.G. Farben, que le ministère de l'Air était disposé à discuter de l'avenir de l'approvisionnement en carburant. 2 jours plus tard, le ministère de l'économie du Reich envoya une lettre qui clarifiait les choses. Pour nous, nationaux socialistes, en plus des critères économiques, les raisons militaires sont décisives. Par conséquent, je suis déterminé à encourager la production de carburant à partir de matières premières allemandes par tous les moyens possibles. I.G. Farben a produit 1,78 million de tonnes de carburant synthétique en 1936. Mais la consommation allemande augmentait au même rythme que la production, de sorte que la dépendance ne disparaissait pas. Ce qui s'étendait, en revanche, c'était la capacité industrielle, l'usine de Buna pour la production de caoutchouc synthétique, indispensable pour les pneus de tout véhicule motorisé. À la fin des années 30, l'Allemagne disposait de la technologie pour fabriquer tant le carburant que le caoutchouc de ses armées mécanisées sans dépendre des importations. C'était une autarcie imparfaite, fragile, coûteuse. Produire du pétrole synthétique coûtait presque 4 fois plus cher que le pétrole importé au prix du marché, mais c'était la seule alternative possible. Le 4e plan quadriennal, que Göring présenta en octobre 1936 avec les pleins pouvoirs pour diriger l'économie allemande, attribua des investissements millionnaires à ce secteur. Les calculs les plus acceptés par les historiens indiquent que le plan quadriennal a alloué des ressources équivalent à entre 8 600 et 9 500 millions de Reichsmarks par an au secteur prioritaire: pétrole minéral, caoutchouc Buna, chimie, métaux non ferreux, fer et acier. En août 1936, Adolf Hitler rédigea personnellement un mémorandum secret qui ne circula qu'entre une poignée de personnes. Sa conclusion était crue. L'Allemagne était à 4 ans d'une guerre qu'il considérait comme inévitable. L'économie et l'armée devaient être prêtes pour le combat dans ce délai. Quiconque s'interposerait, y compris les entrepreneurs qui prioriseraient la rentabilité sur le réarmement, serait traité comme un ennemi de l'État. Le plan quadriennal transforma Göring en coordonnateur suprême de l'économie allemande, au-dessus de Hjalmar Schacht lui-même, qui vit son influence s'éroder jusqu'à ce qu'en 1937, il présente sa démission en tant que ministre de l'économie. Schacht avait financé le réarmement, mais il avait des limites. Il s'inquiétait de l'inflation, de la fuite des devises, du déséquilibre commercial. Göring n'avait aucun de ces scrupules. Le 18 octobre 1936, Hitler lui remit formellement l'autorisation en tant que plénipotentiaire général du plan quadriennal, avec des décrets spécifiques qui lui donnaient la responsabilité de pratiquement chaque aspect de la politique économique, y compris le contrôle des médias d'entreprise. Schacht demeura nominalement ministre de l'économie et président de la Reichsbank, mais ceux qui étaient à l'intérieur du système savaient déjà qu'il avait perdu. À partir du 5 décembre 1936, Göring présida des réunions des forces armées au cours desquelles il annonça qu'à partir de ce moment, ce serait lui qui contrôlerait les finances militaires. Les matières premières et la main-d'œuvre, déclara-t-il, dicteraient le rythme de l'expansion militaire allemande, et non l'argent. C'était une déclaration qui, dans la pratique, signifiait que les limites budgétaires avaient cessé d'exister en tant que restrictions réelles. Et le 17 décembre 1936, dans le Preußenhaus de Berlin devant les principaux industriels du Reich, Göring l'expliqua sans euphémisme. Il leur rappela l'effet dévastateur du blocus pendant la Première Guerre mondiale et la mobilisation énorme dont l'Allemagne avait prouvé être capable. Il leur rappela qu'avant 1914, les gens parlaient avec anxiété de dépenser quelques milliards pour la défense et que la guerre avait coûté 160 000 millions de marks. Maintenant, leur dit-il, les entrepreneurs qui bloquaient le réarmement étaient des saboteurs, et les saboteurs de la mobilisation seraient traités en conséquence. Ce qui força la main de Göring dans l'affaire de l'acier
fut un déficit qui ne pouvait être caché. En janvier 1937, les réserves allemandes de minerais de fer couvraient à peine un mois de production. La solution que Göring imposa, contre la résistance enflammée de l'industrie sidérurgique privée de la Ruhr, fut la création des Reichswerke Hermann Göring. Le 15 juillet 1937, Paul Pleyger signa les statuts de cette entreprise publique avec un capital initial de 5 millions de Reichsmarks souscrits par le Reich. À Salzgitter, l'ingénieur américain H. A. Brasser conçut une aciérie intégrée de dernière génération avec une capacité initiale d'1 million de tonnes par an, avec des plans pour l'étendre jusqu'à 4 millions, un chiffre qui rivaliserait avec la Vestag elle-même, la plus grande aciérie privée d'Allemagne. Une semaine plus tard, le 23 juillet, Göring invita 300 représentants de l'industrie sidérurgique allemande à un dîner au ministère de l'Air. Les 6 dirigeants des principales entreprises furent convoqués à une réunion privée préalable. Göring apparut en plein uniforme entouré d'un long cortège d'officiers. Son ton fut agressif et préparé. L'industrie avait failli à l'État en ne développant pas les gisements de minerais de fer nationaux. Hitler lui avait donné 4 ans et ils avaient gaspillé ce temps. Göring avait perdu patience. Son travail, déclara-t-il, était de couler les saboteurs du réarmement et du plan quadriennal et de les envoyer là où ils le méritent. Les industriels reçurent des cartes avec les gisements de minerais de fer de leurs entreprises qui allaient être expropriés au nom des nouvelles Reichswerke. Le décret avait été approuvé personnellement par Hitler. L'industrie tenta de résister. Ernst Ponsgen, directeur général de la Vestag, mobilisa les grands producteurs dans une position commune d'opposition avec le soutien de Schacht. Ses arguments étaient techniques et solides. L'Allemagne n'avait pas besoin d'une autre aciérie complète avec fonderie et laminoir, mais simplement d'un accès aux minerais existants. La dépense de 200 millions de Reichsmarks dans de nouvelles installations à Salzgitter créerait une surcapacité, augmenterait les coûts et créerait le chaos dans le réseau de cartels internationaux qui régulait le commerce européen de l'acier. Mais Pleyger et Göring disposaient déjà de l'appareil policier de l'État. Finalement, l'industrie céda. Les Reichswerke se sont transformées pendant la guerre en quelque chose de bien plus grand qu'une aciérie. Elles se sont étendues pour inclure des installations minières, de construction navale, d'ingénierie mécanique et de production d'aluminium dans les territoires occupés d'Europe occidentale, orientale et du Sud-Est. En 1941, les Reichswerke Hermann Göring étaient la plus grande entreprise industrielle d'Europe et l'une des plus grandes du monde, avec des dizaines de milliers d'employés, dont beaucoup étaient des travailleurs forcés. Pendant ce temps, la structure du plan quadriennal généra sa propre bureaucratie de contrôle. Les investissements planifiés au cours des années 1937 à 1939 dans les secteurs prioritaires se répartissaient ainsi, selon les données compilées par Dietmar Petsina dans son étude canonique sur la politique d'autarcie du Troisième Reich. Pétrole minéral, 1438 à 2684 millions de Reichsmarks selon l'année. Caoutchouc Buna, entre 517 et 654 millions. Chimie diverse, entre 2350 et 778 millions. La variation de ces chiffres d'une année sur l'autre reflète les ajustements continus de priorité qui caractérisaient un système où la politique économique était toujours subsidiaire de la stratégie militaire. Il y a une date qui marque la limite de la discrétion. Le 27 janvier 1939, lorsque l'amiral Erich Raeder présenta à Hitler le plan Z, la dernière et la plus ambitieuse des programmations de réarmement avant la guerre, et reçut une priorité absolue sur tous les autres projets industriels du Reich. Le plan Z était à la fois une fantaisie stratégique et un cauchemar logistique. Il planifiait la construction de 6 cuirassés de type H, des géants de 56 000 tonnes, plus grands que le Bismarck, 2 porte-avions, plusieurs croiseurs lourds et légers, 68 destructeurs au lieu des 12 autorisés par le traité de Versailles et 249 sous-marins au lieu des 0 que Versailles autorisait. La flotte complète ne serait pas prête avant 1949, mais les dépenses devaient commencer immédiatement et dès le second semestre de 1934,
de grandes commandes étaient déjà passées dans les chantiers navals du nord de l'Allemagne. La guerre arriva avant que le plan Z ne pût se matérialiser. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939, la Kriegsmarine ne disposait que de 57 sous-marins, dont à peine 32 étaient capables d'opérer dans l'Atlantique. Le plan Z fut annulé dès les premières semaines du conflit. Les priorités de la guerre terrestre ne laissaient aucune marge pour des cuirassés nécessitant un délai de construction de 10 ans. L'amiral Karl Dönitz, commandant des sous-marins et national-socialiste convaincu, avait calculé que pour briser la Grande-Bretagne, ses équipages devraient couler au moins 600 000 tonnes de navires par mois pendant un minimum d'un an. Pour y parvenir, il estimait nécessaire au moins 300 U-boots, suffisant pour en maintenir 100 opérationnels simultanément dans l'Atlantique Nord. En octobre 1939, Raeder présenta à Hitler le plan pour construire 658 sous-marins qui, en théorie, permettraient d'atteindre cet objectif à la fin de 1942. Le coût de chaque U-boot oscillait entre 2 et 4 millions de Reichsmarks, comparé à plus de 200 millions pour un cuirassé de la classe Bismarck. Un U-boot était 100 fois moins cher, mais les sous-marins consommaient du cuivre et du caoutchouc dans des proportions disproportionnées, deux matériaux qui manquaient déjà dès le premier hiver de guerre, et les installations en béton nécessaires pour abriter une flotte de centaines d'unités représentaient un défi de construction que la priorité de l'armée et de la Luftwaffe repoussait indéfiniment. Le résultat, entre septembre 1939 et juin 1940, seuls 20 nouveaux U-boots furent construits. Les pertes continues réduisirent le nombre opérationnel dans l'Atlantique à peine à 25 pour l'été 1940. Avec cette force dérisoire, Dönitz réussit à couler près de 680 000 tonnes de navires britanniques jusqu'en mars 1940. Un coût réel mais insuffisant. La Grande-Bretagne disposait de 18 millions de tonnes de navires propres et pouvait en louer ou en fréter plusieurs millions de plus, tandis que ses chantiers navals produisaient plus d'1 million de nouvelles tonnes chaque année. En juillet 1940, Hitler attribua brièvement la priorité maximale au programme de U-boot, réaffectant des dizaines de milliers de tonnes d'acier de la production de munitions vers le secteur naval. Les objectifs de production grimpèrent à 25 sous-marins par mois. Mais la prospérité navale ne dura pas. À l'automne 1940, la priorité était revenue à l'armée et les livraisons réelles entre juin 1940 et mars 1940 ne furent que de 72 unités, la plupart nécessaires pour l'entraînement. Le nombre de U-boots opérationnels dans l'Atlantique tomba à un minimum de 22 en février 1941. Avec cette force minuscule, mais grâce à une expérience croissante et une part de chance, Dönitz coula plus de 2 millions de tonnes de navires britanniques entre juin 1940 et mars 1941, dans ce que les équipages allemands appelleraient plus tard les « temps heureux », dit Glückliche Zeit, mais le facteur temps était celui qui jouait définitivement contre la stratégie des U-boots. Au cours de l'été optimiste de 1940, Dönitz calcula qu'avec une flotte complète, il pourrait achever l'isolement de la Grande-Bretagne pour l'automne 1941. Il aurait ensuite besoin de plusieurs mois supplémentaires pour étrangler l'approvisionnement alimentaire. Et ce rythme n'était pas celui dont Hitler avait besoin. Il cherchait à trancher la guerre dans un horizon beaucoup plus court. Chaque mois qui passait sans résoudre le conflit avec la Grande-Bretagne était un mois que les États-Unis avaient pour s'armer et se préparer à intervenir. Et il y avait un autre problème que les amiraux ne pouvaient pas résoudre par la conception de meilleurs U-boots, le code Enigma. Les décryptages du service d'intelligence britannique à Bletchley Park permirent de rediriger les convois pour éviter les meutes de loups Rudel de Dönitz avec une fréquence que les Allemands ne comprirent jamais tout à fait. Entre le printemps et l'été 1940 et avant que les États-Unis n'interviennent décisivement dans la guerre navale, les pertes britanniques de navires tombèrent en dessous de 100 000 tonnes par mois.
C'était très loin des 600 000 dont Dönitz avait besoin. Pendant que la marine luttait pour les ressources, la Luftwaffe construisait une industrie à partir de zéro. Junkers, Heinkel, Dornier, Focke-Wulf et Messerschmitt, la Bayerische Flugzeugwerke, étaient nominalement des entreprises privées. La réalité était différente. Toutes étaient des créatures du ministère de l'Air du Reich, dirigées par Erhard Milch, avec des pouvoirs presque illimités sur le secteur. L'industrie aéronautique allemande n'avait pas de production civile alternative. Elle ne pouvait pas exister sans la guerre qui se préparait. Daimler-Benz et BMW, connus pour leurs automobiles et leurs motos, devaient leur position parmi les plus grands employeurs privés du pays presque exclusivement à l'expansion de leurs moteurs d'aviation. La chaîne d'approvisionnement était totale. Siemens et AEG pour l'électronique, ITT Lorenz et Bosch pour les composants radio et de télécommunications, Vereinigte Aluminiumwerke pour l'aluminium léger nécessaire au fuselage, Krupp et Deutsche Edelstahlwerke pour l'acier de précision des moteurs. Ce que le régime avait créé était une industrie d'État déguisée en capitalisme privé. Et lorsqu'un industriel résistait, comme Junkers en 1933, les conséquences étaient immédiates et sans appel possible. En septembre 1935, les nouveaux chasseurs et bombardiers allemands défilèrent pour la première fois publiquement lors du congrès du parti à Nuremberg, révélant au monde que la Luftwaffe était déjà une force réelle. En 1938, les 6 grands producteurs spécialisés de l'aviation qui n'existaient pas en 1933 occupaient 6 des 100 premières places du classement des employeurs privés allemands. Sous la Luftwaffe et la Kriegsmarine, l'armée de terre était le consommateur le plus vorace de l'économie de guerre. Le problème structurel de l'Allemagne était l'acier. Les besoins du plan quadriennal, minéraux, chimie, construction navale, armement terrestre, rivalisaient constamment pour la même ressource rare. En 1937, pendant la période où Schacht essayait encore d'équilibrer les exportations avec les besoins de réarmement, le quota mensuel d'acier attribué au secteur exportateur fut fixé à 505 000 tonnes, presque autant que la Wehrmacht et le plan quadriennal combiné. Un comité spécial devait coordonner les besoins militaires avec la priorité absolue des exportations, et le directeur général de la Vestag, Ernst Ponsken, fut chargé de trouver des marchés extérieurs pour 100 000 tonnes supplémentaires par mois. C'était le moment où l'économie de guerre allemande essayait encore de maintenir la fiction selon laquelle le commerce extérieur pouvait coexister avec le réarmement massif. Mais sur le front de l'acier de haute qualité, l'histoire était différente. Bien que la production allemande totale d'acier brut à pleine capacité atteignît à peine la moitié de la production américaine dans l'acier électrique spécialisé, le type nécessaire pour les blindages, les canons et les moteurs d'aviation, l'Allemagne était pratiquement à l'égalité avec les Américains en 1939. Le mérite en revenait à des hommes comme Julius Borbet, directeur de la Boschumer Verein, qui avait développé le procédé de coulée centrifuge, une technique révolutionnaire où les canons s'obtenaient en faisant tourner du métal fondu au lieu de forer des blocs solides d'acier. Et Walter Roland, qui serait connu pendant la guerre sous le nom de Roland le Panzer, lequel avait combattu à Verdun pendant la Première Guerre mondiale et lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, et qui, lorsque Hitler déclara le réarmement ouvert en 1935, s'incorpora immédiatement comme capitaine de réserve au 11e régiment Panzer. Entre 1929 et 1939, la production allemande d'acier électrique spécialisé fut multipliée par 7. C'était la matière première dont étaient faits les nouveaux blindés. L'état réel de la force blindée allemande était cependant plus fragile que ce que la propagande présentait. Les Panzer I et II
qui firent la campagne de Pologne étaient des machines légères, conçues davantage pour l'instruction que pour le combat contre des chars. Le Panzer I ne montait que des mitrailleuses, le II, un canon de 20 mm. Les modèles les plus capables, le Panzer III avec son canon de 37 mm et le Panzer IV avec son canon court de 75 mm, étaient ceux qui portaient le poids du combat réel. Mais ils étaient minoritaires. Dans les jours précédant la campagne de France de mai 1940, l'armée allemande disposait d'environ 2500 chars de combat au total, dont un peu plus de 600 étaient des Panzer III ou IV. Le reste était constitué de modèles légers ou de chasseurs de chars. La victoire sur la France fut remportée par la doctrine, la vitesse et l'audace, non par une supériorité technologique dans les blindés. La chaîne de production d'un char durant les années 30 et le début des années 40 impliquait un réseau de sous-traitants qui rendait la coordination très difficile. Henschel à Kassel fabriquait le châssis, MN à Nuremberg et Daimler-Benz dans plusieurs centres fournissaient des composants clés. Krupp à Essen était le fournisseur des tourelles et de l'acier blindé principal. Les goulots d'étranglement dans cette chaîne, un retard dans les roulements à billes, une pénurie de tôles blindées, l'interruption d'un fournisseur de câblage électrique pouvaient stopper la ligne entière. En 1932, l'industrie aéronautique allemande employait 3200 personnes et avait la capacité de produire à peine une centaine d'avions par an. Moins de 10 ans plus tard, ce secteur employait au moins 250 000 personnes et produisait plus de 10 000 avions de combat par an. La croissance de l'industrie des chars fut tout aussi vertigineuse, mais plus accidentée. La Reichsbahn, les chemins de fer nationaux, agissait comme arbitre involontaire de l'économie de guerre. Chaque train qui transportait du minerai de fer vers les hauts fourneaux était un train qui ne transportait pas de munitions vers le front. Chaque wagon de charbon vers les usines de carburant synthétique de Leuna, Hydriewerk Pölitz ou les installations d'IG Farben à Ludwigshafen était une ressource qui n'arrivait pas au centre de fabrication d'artillerie. Les goulots d'étranglement dans le réseau ferroviaire apparaissent reflétés dans les sources de la période sous le terme Engpass Reichsbahn. La saturation du réseau était visible dès les analyses du ministère de l'économie de 1938 et 1939, avant même que la guerre ne commençât et allait s'aggraver de façon exponentielle lorsque le front oriental s'étendit sur plus de 2000 km de longueur. La production d'artillerie suivait son propre cycle de crise et d'adaptation. Les pièces d'artillerie lourdes de la Wehrmacht, le canon de 88 mm qui s'avéra être la pièce la plus polyvalente de l'armée allemande, efficace tant contre les blindés que contre les avions, venait de Krupp. La production de munitions de 88 mm devint l'un des indicateurs les plus directs de la santé du système industriel de guerre et sa fluctuation, visible dans les archives du Rüstungsamt, enregistre avec précision les moments de pénurie d'acier, de charbon ou de main-d'œuvre qui secouèrent l'économie bellique. Lorsque Fritz Tod assuma le poste de ministre de l'Armement le 17 mars 1940, il hérita d'un système chaotique. Les différentes branches des forces armées, Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine, rivalisaient entre elles pour les mêmes ressources sans coordination effective. Chacune passait ses propres commandes aux industries, créant des doublons, des pénuries artificielles et une désorganisation qui consommait des ressources que l'économie de guerre ne pouvait se permettre. Todt introduisit le concept des Ausschuss, comités, et des Rang, anneaux de coordination industrielle, regroupant les fabricants d'un même secteur pour standardiser les composants, réduire les variantes et augmenter la production grâce à la spécialisation. Le résultat fut une amélioration modeste mais réelle de l'efficacité du secteur de l'armement terrestre entre 1940 et 1941. Mais Todt mourut avant de voir les résultats de sa réforme.
Le 8 février 1942, son avion Heinkel HE-111 décolla du quartier général du Führer à Rastenburg, en Prusse orientale, dans des conditions météorologiques défavorables et s'écrasa quelques minutes après le décollage. Les circonstances exactes de l'accident ne furent jamais complètement éclaircies. Il avait 50 ans. Albert Speer reçut un appel qu'il n'attendait pas. Albert Speer naquit en 1905 à Mannheim, au sein d'une famille de la haute bourgeoisie. Son père était architecte, son grand-père aussi. Lorsqu'en 1931 il assista pour la première fois à un discours de Hitler à Berlin, la ville ne donnait au Führer qu'à peine 22,5% des voix lors des dernières élections libres de novembre 1932. Speer fut fasciné. Il avait 26 ans, n'avait pas de conviction politique solide, et ce que Hitler, Albert Speer, reçut un appel qu'il n'attendait pas. Speer naquit en 1905 à Mannheim, au sein d'une famille de la haute bourgeoisie. Son père était architecte, son grand-père aussi. Lorsqu'en 1931, il assista pour la première fois à un discours de Hitler à Berlin. La ville ne donnait au Führer qu'à peine 22,5% des voix lors des dernières élections libres de novembre 1932. Speer fut fasciné. Il avait 26 ans, n'avait pas de conviction politique solide, et ce que Hitler lui offrit fut la promesse de bâtir des monuments capables de défier ceux du monde antique. Il rejoignit le parti nazi en janvier 1931. Non par ferveur idéologique, mais pour la même raison que beaucoup de jeunes de sa génération. Hitler promettait de l'action, de l'échelle, de la grandeur. En 1942, Speer n'était ni économiste ni général. Il était l'architecte préféré de Hitler, l'homme qui avait conçu la chancellerie du Reich, les tribunes de Nuremberg, les plans du Berlin que Hitler voulait rebaptiser Germania. Ce même 8 février 1942, le jour où Fritz Todt mourut dans l'accident de son Heinkel HE-111, Hitler le convoqua et lui offrit le ministère. Speer avait 36 ans. Ce qu'il trouva en arrivant au ministère de l'Armement était un organisme dysfonctionnel piégé entre la bureaucratie étatique, les intérêts du parti et les demandes contradictoires des 3 branches des forces armées. Le ministère lui-même ne comptait que 218 fonctionnaires à Berlin. Mais l'organisation industrielle que Speer construisit au-dessus de lui, la soi-disant organisation industrielle, industrie-organisation, en vint à incorporer plus de 10 000 collaborateurs et conseillers externes. C'était une structure délibérée. Speer voulait que le ministère fût un organisme directeur, non une chaîne de commandement bureaucratique qui tenterait de gérer directement des millions de décisions de production. Sa première réforme fut radicale. Éliminer la figure de l'état-major comme filtre entre le ministre et les organismes opérationnels. Dans le système antérieur, presque toutes les affaires passaient par le secrétaire d'État qui agissait comme un tamis discrétionnaire. Speer le meubla et plaça directement sous sa charge plus de 30 dirigeants de l'organisation industrielle et pas moins de 10 chefs de département dans le ministère même. Tous étaient autorisés à signer des ordres par délégation du ministre, une rupture technique avec les règles de la bureaucratie étatique, car cette capacité était normalement réservée au secrétaire d'État. Le ministre de l'Intérieur protesta formellement. Speer ignora la protestation. Le concept central était la industrielle Selbstverantwortung, responsabilité industrielle autonome. Au lieu que les fonctionnaires ministériels dictassent quoi et comment produire, les industriels les plus capables de chaque secteur assumaient eux-mêmes la direction opérationnelle de la production. Walter Roland, Roland Le Panzer, l'homme qui avait combattu à Verdun et connaissait les blindés de l'intérieur, présida le comité principal des chars. Hans Kerl, qui avait forgé sa réputation de gestionnaire de crise dans l'industrie textile, coordonna le système des matières premières. Karl Sohr, un homme du parti expérimenté dans l'industrie, dirigeait le département technique avec une dureté qui le faisait craindre même de ses propres subordonnés. La Zentralplanung,
la planification centrale, fut l'innovation institutionnelle la plus importante. Elle fut créée comme organe directeur des priorités de toute l'économie de guerre, présidée par Speer avec la participation du ministère de l'Air, représenté par le maréchal Milch, et des Finances. Avant sa création, Göring avait géré personnellement ses priorités jusqu'à environ 1939. Ensuite, 100 personnes ayant une autorité suffisante pour manier des problèmes de plus en plus complexes, le système s'était fragmenté en rivalités ministérielles. La Zentralplanung réunissait dans une même salle ministres, secrétaires d'État et leurs experts pour se battre pour leurs quotas d'acier, de charbon et de main-d'œuvre lors de sessions qui se prolongeaient pendant des heures et produisaient des résultats en termes concrets d'allocation de ressources. Speer l'écrivit avec précision dans ses mémoires. Il était incompréhensible qu'un tel organe central n'eût pas été établi beaucoup plus tôt pour diriger les programmes et les priorités. La réalité était que le Reich de Hitler, structuré comme une compétition permanente entre fiefs de pouvoir, était intrinsèquement hostile à la coordination centralisée. Speer réussit à l'imposer pendant une période, mais seulement parce que Hitler le protégeait et seulement tant que les résultats sous forme de production croissante lui donnaient des arguments pour résister aux manœuvres de Bormann, Goebbels, Göring et Sokal lui-même qui tentaient de réduire son influence. L'augmentation de production qui s'ensuivit fut mesurable. Au cours de la première année de Speer en tant que ministre, la production de munitions augmenta de 97%. Celle des chars augmenta de 25%, celle des pièces d'artillerie de 27%. Mais lorsque Speer tenta de couper la production de biens de consommation, qui en janvier 1942 opérait encore à peine 3% en dessous du niveau du temps de paix, il se heurta à une résistance inattendue. Il obtint une réduction de 12% avant que Hitler, en juin 1942, n'ordonna la reprise de la fabrication de produits pour la consommation générale de la population. La propagande de la Volksgemeinschaft la communauté du peuple, se heurtait aux besoins de l'économie de guerre de manière qu'aucun décret ne pouvait résoudre sans coup politique que le régime n'était pas disposé à assumer. Le 22 janvier 1943, alors qu'à Stalingrad, les derniers soldats de l'armée du Sud commençaient à comprendre qu'aucun sauvetage n'était possible, Hitler signa le décret qui mettait en marche le programme Panzer Adolf Hitler. L'Oster, l'armée allemande sur le front oriental, avait été réduite à seulement 495 panzers opérationnels dans les derniers jours de janvier 1943, tous n'étant pas en état de combattre. L'ampleur du problème était visible même pour ceux qui ne voulaient pas la voir. Le décret était drastique dans son langage. Augmenter immédiatement la production de chars était d'une importance si décisive pour l'issue de la guerre que tous les organismes civils et militaires devaient soutenir le programme avec toutes les ressources disponibles, même si cela signifiait nuire temporairement à d'autres programmes importants de l'économie d'armement. Les travailleurs des usines de chars étaient exemptés d'incorporation dans l'armée et tous ceux qui avaient été recrutés depuis le 18 décembre 1942 devaient être renvoyés à leur poste. Quiconque ne coopérait pas pouvait finir devant le Volksgerichtshof, le tribunal du peuple. Les usines reçurent l'autorisation de passer à des semaines de travail de 72 heures. L'usine Henschel de Kassel, productrice du Tiger, le char lourd de 57 tonnes qui commençait à arriver sur le front, travailla en 2 postes de 12 heures sans s'arrêter depuis l'automne 1942. Certains travailleurs, entraînés par l'enthousiasme du moment ou par la peur, allèrent jusqu'à faire des postes de 24 heures consécutives. En échange, ils recevaient des rations alimentaires supplémentaires, des pilules de vitamines et une ration spéciale de vêtements. Un complexe de vacances dans le Tyrol fut réservé pour leurs familles. La propagande accompagna le programme avec Speer et le général Heinz Guderian, le nouvel inspecteur général des blindés, apparaissant dans les actualités en serrant la main des ouvriers des usines de chars. Le résultat fut réel.
Le nombre de chars produits en mai 1943 fut significativement plus élevé qu'en mai 1942. Les nouveaux modèles, le Panther et le Tiger, arrivaient sur le front. Le Niblangenwerk à Saint-Valentin, près de Linz, devint l'un des grands centres de production de blindés, mais la qualité des nouveaux modèles s'accompagnait de problèmes mécaniques chroniques. Le moteur du Panther s'avéra initialement peu fiable et les 57 tonnes du Tiger imposaient des exigences extrêmes aux ponts, routes et systèmes de transport de l'armée. Derrière les chiffres de production, il y avait des millions de personnes qui n'avaient pas choisi d'être là. Fritz Sauckel, Gauleiter de Turing et l'un des dirigeants les plus radicaux du parti, fut désigné en mars 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, plénipotentiaire général pour l'emploi du travail. Sa mission était simple sur le papier, fournir à l'économie de guerre allemande toute la main-d'œuvre dont elle aurait besoin, où que ce soit nécessaire et par tous les moyens possibles. Les méthodes de Sauckel étaient celles du rapt organisé. Ses agents parcoururent les zones occupées d'Europe orientale, Pologne, Ukraine, Biélorussie, pays baltes, en recrutant des travailleurs avec des promesses rarement tenues et par la coercition quand les promesses ne suffisaient pas. Ceux qui arrivaient en Allemagne, comme Ostarbeiter, travailleurs de l'Est, étaient obligés de porter sur leurs vêtements un patch avec les lettres OST, vivaient dans des camps séparés de la population allemande, recevaient des rations inférieures à celles de n'importe quel autre travailleur et étaient soumis à une discipline de caserne. À l'été 1942, des milliers de nouveaux travailleurs arrivaient chaque jour dans les grands centres industriels. Les villes n'avaient pas la capacité de les loger ni de les nourrir. Les conditions variaient, mais dans de nombreuses zones d'industrie lourde, la situation était, selon les rapports internes du régime lui-même, catastrophique. En décembre 1942, une commission d'inspection de l'Ostministerium visita les camps d'Ostarbeiter dans la Ruhr et trouva dans le camp exploité par la Bochumer Verein, faisant partie du consortium Vestag, ce qu'ils décrivirent comme une image de désolation et de misère qui ne s'effacera jamais. Le rapport fut archivé. Entre avril et juillet 1942, le nombre de travailleurs soviétiques s'enfuyant des camps passa de 2059 à 22 603 fuites enregistrées. En août 1942, la Gestapo estima qu'elle aurait à gérer 30 000 autres cas de fuite dans les mois suivants. L'économie du slave labour avait sa propre comptabilité. Au milieu de la guerre, le Reich abritait sur son territoire et dans les territoires occupés des millions de travailleurs forcés, prisonniers de guerre soviétiques, travailleurs civils des pays occupés d'Europe occidentale, prisonniers des camps de concentration cédés à l'industrie par des accords avec les SS. I.G. Farben construisit sa propre usine de caoutchouc synthétique Buna à côté du camp d'Auschwitz, où les prisonniers travaillaient jusqu'à mourir littéralement sous les yeux des cheminées du crématoire. Speer, dans ses mémoires publiés en 1969, reconnut qu'il savait ce qu'il en était du travail concentrationnaire et que les négociations avec Sauckel pour la fourniture de main-d'œuvre forcée faisaient partie de son travail ministériel. Devant le tribunal de Nuremberg, il fut condamné à 20 ans de prison, précisément pour des crimes liés au travail esclave. Ernst Kaltenbrunner, le chef de la Gestapo, voulut même poursuivre 3 directeurs généraux d'entreprise, Bücher d'AEG, Vögler d'United Steel Works et Reusch de la Gute Hoffnungshütte pour des conversations défaitistes. Mais Speer les protégea en faisant valoir que la nature de leur travail exigeait de parler franchement de la situation. Le 17 mai 1943, 19 bombardiers. Lancaster du 617e, escadron de la RAF, attaquèrent les barrages de la Ruhr avec des bombes rebondissantes spéciales conçues par Barnes Wallis. Le barrage de la Meune fut détruit.
L'eau libérée inonda la vallée de la Ruhr, submergea les installations électriques des stations de pompage et interrompit l'approvisionnement en eau et l'industrie dans la région. Speer arriva à l'aube, survolant la zone avant d'atterrir. Ce qu'il vit le perturba profondément. Dans son rapport à Hitler, il décrivit une situation d'une gravité extrême. Hitler le lut et le garda par-devers lui. Mais la RAF ne détruisit pas les 3 autres barrages ciblés et les équipes de l'organisation TOT réparèrent les dégâts en un temps record. Le 20 septembre 1942, Speer avait averti Hitler que les installations de production de chars à Friedrichshafen et les usines de roulement à billes à Schweinfurt étaient des points critiques de toute l'économie de guerre. 2 ou 3 attaques coordonnées et soutenues contre ces centres névralgiques auraient pu altérer fondamentalement le cours de la production allemande. Les Alliés attaquèrent Schweinfurt en août et octobre 1943, causant de graves dommages. Cependant, ils ne bombardèrent plus les ateliers avec la même intensité pendant la période critique où les réserves de roulement étaient minimales, permettant à l'industrie de se rétablir et de disperser la production. Speer écrivit plus tard que la guerre aurait pu être décidée en grande partie en 1943 si, au lieu de bombardements massifs de zones, les Alliés avaient concentré leurs efforts sur les centres névralgiques de la production d'armement. Cette évaluation provient d'un homme ayant un intérêt évident à atténuer sa propre responsabilité, mais les historiens, y compris Richard Overy, ont conclu qu'il avait raison sur l'essentiel. Ce que les bombardements ont réussi à faire de façon systématique et dévastatrice à partir de 1944, ce fut d'attaquer les usines de carburant synthétique. À partir du printemps 1944, les attaques alliées sur les installations d'hydrogénation du charbon, les usines qui produisaient 90% du carburant d'aviation allemand, commencèrent à avoir des effets qu'aucune réorganisation industrielle ne pouvait compenser. Les avions de la Luftwaffe commencèrent à rester au sol faute d'essence. Les chars ne pouvaient plus bouger. L'industrie de guerre allemande, qui avait atteint son pic de production à l'été 1944, commença à s'effondrer non pas par manque d'acier, mais par manque d'énergie pour le déplacer et de carburant pour l'utiliser. Par un après-midi de juin 1942, le 13 pour être exact, une fusée haute de 4 étages s'éleva au-dessus d'une clairière parmi les pins de l'île d'Usedom sur la côte baltique, avec un rugissement que les témoins décrivirent comme celui d'un géant déchaîné. Le colonel Walter Dornberger, l'ingénieur Werner von Braun et leur équipe observaient avec un mélange d'attente et de terreur. Le maréchal Milch, l'amiral Witzel, le général Fromm et Albert Speer étaient présents. La fusée s'éleva, hésita, grimpa vers les nuages bas. 1 minute et demie plus tard, le son qui revint fut celui de son impact sur le sol à moins d'1 kilomètre du point de lancement. Le système de guidage avait échoué. Mais les techniciens étaient satisfaits. Le plus difficile, arracher l'engin du sol, fonctionnait. Speer resta, selon ses propres termes, stupéfait devant ce miracle technique. Le 14 octobre 1942, il put informer Hitler que les doutes du Führer pouvaient être considérés comme surmontés. La deuxième fusée avait parcouru les 190 km prévus et était tombée à moins de 4 km de la cible. L'arme qu'il vit ce jour-là était l'A4, qui allait être baptisée publiquement Vergeltungswaffe 2, l'arme de représailles numéro 2, la V2. Elle mesurait 14 mètres de longueur, pesait plus de 13 tonnes métriques et pouvait transporter une ogive d'environ 1 tonne d'explosifs à plus de 300 km de distance, voyageant à des vitesses qui la rendaient invisible et indétectable pour les radars alliés. Hitler voulait en produire 900 unités par mois. Speer
dans ses mémoires, reconnu que soutenir ce programme fut l'une de ses erreurs les plus graves. Les bombardiers alliés larguaient en 1944 une moyenne de 3000 tonnes de bombes par jour pendant des mois. Les 900 V2 mensuels auraient délivré environ 24 tonnes d'explosifs sur le territoire anglais chaque jour, l'équivalent de la charge de seulement 12 forteresses volantes. Le coût d'opportunité fut énorme. Peenemünde comptait au 1er janvier 1945 un total de 2210 scientifiques et ingénieurs travaillant sur les fusées à longue portée A4 et A9. Le projet Cascade, Wasserfall, une fusée solaire conçue pour abattre les bombardiers alliés, ne s'était vu attribuer que 220 techniciens. Le projet Typhon, un autre système anti-aérien de fusée, en comptait 135. Si ces ressources avaient été concentrées sur la défense aérienne, les dommages que les B-17 et Lancaster pouvaient infliger à l'économie allemande auraient été incomparablement moindres. Pour fabriquer les fusées V2 à grande échelle, le Reich recourut aux cavernes. Le complexe de Mittelwerk, creusé dans les montagnes du Harz, près de Nordhausen, en Thuringe, utilisa des prisonniers du camp de concentration de Mittelbau-Dora pour construire et faire fonctionner les lignes de montage sous terre. Les conditions étaient mortelles. Les prisonniers travaillaient, dormaient et mouraient dans les tunnels. La ligne de production produisait à la fin de la guerre environ 600 fusées Phi-2 par mois. Un peu plus de 3000 V2 furent tirés au total contre Londres, Anvers et d'autres villes, tuant environ 9000 personnes et en blessant le double. Le nombre de travailleurs forcés morts lors de la construction et de l'exploitation du Mittelwerk est estimé à plusieurs milliers. À l'été 1944, l'économie de guerre allemande atteignit son point le plus haut. La production de chars, d'avions, d'artillerie et de munitions était plus élevée qu'à n'importe quel moment antérieur du conflit. Speer rationalisait, concentrait, pressait les industries depuis 2 ans pour obtenir plus avec moins. Les chiffres étaient impressionnants et ils étaient complètement insuffisants. En juillet 1944, 2305 avions de chasse furent produits. En décembre, 2352. Malgré l'ordre de Hitler de réduire la production de chasseurs de moitié, les chiffres restèrent stables. Mais les avions ne pouvaient pas décoller sans carburant. Et le carburant s'épuisait à une vitesse qu'aucun tableau statistique ne pouvait dissimuler. Simultanément, le chrome, essentiel pour fabriquer de l'acier résistant à la chaleur, indispensable dans les moteurs d'avion, commença à manquer de façon alarmante à la fin de 1944. Sans le chrome de Turquie ou des mines des territoires occupés, qui étaient en cours de libération par les armées alliées, la chaîne de production de moteurs était condamnée. Speer le documenta dans des mémorandums qu'il envoya à Hitler et qui décrivaient avec précision le nombre de semaines restant avant que le manque de chrome ne paralysât la fabrication de moteurs d'aviation. Le 27 janvier 1945, 12 ans jour pour jour après la prise de pouvoir de Hitler, Speer envoya au Führer un mémorandum concluant que la guerre sur le front de l'industrie lourde et de l'armement était perdue. Il demandait que la priorité revînt à l'alimentation, au chauffage domestique et à l'électricité, avant les chars, les moteurs d'avion et les munitions. Il incluait un tableau montrant la raquétique production de chars, d'artillerie et de munitions à laquelle on pouvait s'attendre au cours des 3 mois suivants. Hitler ne répondit pas directement. Mais le 19 mars 1945, 2 mois plus tard, il signa le décret Néron. Toutes les installations industrielles, de transport et de communication sur le territoire allemand devaient être détruites avant de tomber entre les mains de l'ennemi. Ponts, usines, centrales électriques, dépôts de gaz, mines, tout. Speer passa les semaines suivantes à voyager frénétiquement pour saboter l'exécution du décret. Il convainquit des commandants militaires locaux, des gauleiteurs, des responsables d'entreprises de retarder ou d'ignorer les ordres de destruction. Son argument,
selon lequel le peuple allemand avait besoin de ses infrastructures pour survivre après la guerre, était dangereusement proche d'admettre la défaite, exactement ce que Hitler avait interdit sous peine d'être considéré comme traître. La dernière rencontre documentée de Speer avec Hitler eut lieu dans le bunker de la chancellerie à Berlin à la fin du mois d'avril 1945. Alors qu'à l'extérieur l'artillerie soviétique réduisait le centre de la ville en ruine, Hitler tenait des conférences de situation sur des fronts qui n'existaient plus, déplaçant des divisions fantômes sur des cartes qui ne correspondaient plus à aucune réalité. Qu'était donc, en fin de compte, l'économie de guerre allemande? Adam Tooze, dans son analyse du cycle d'armement du Troisième Reich, arrive à une conclusion qui renverse le mythe dominant. La machine de guerre allemande n'était pas l'expression d'une économie inexpugnable. C'était dès le premier instant la tentative désespérée d'un pays relativement pauvre en ressources naturelles et en capital de rivaliser avec des puissances qui le surpassaient dans presque toutes les métriques économiques pertinentes. En 1933, le revenu par habitant allemand était comparable à celui d'autres pays d'Europe moyenne supérieure, mais inférieur à celui de la Grande-Bretagne, de la France et, de loin, des États-Unis. La base industrielle était solide dans des secteurs spécifiques, chimie, optique, machines de précision, génie électrique, mais l'accès aux matières premières critiques dépendait d'importations qu'une politique étrangère agressive pouvait couper à tout moment. Ce que le nazisme a fait, c'est concentrer une proportion historiquement inouïe des ressources nationales dans l'armement, en recourant au financement inventé de Schacht, à la coercition sur l'industrie privée, au vol systématisé des ressources dans les territoires occupés, et, finalement, à l'esclavage à l'échelle industrielle de millions d'êtres humains. La production combinée des Alliés, mesurée en tonnes d'acier, barils de pétrole, nombre d'avions, tonnage naval, a dépassé l'Allemagne dans toutes les catégories dès la première année de guerre. En 1942, selon les calculs rassemblés dans les archives du tribunal de Nuremberg, l'Union soviétique produit à elle seule plus d'armement que l'Allemagne, à un moment où le Reich occupait les régions les plus industrialisées du territoire soviétique. En 1943 et 1944, l'écart entre la production alliée et la production allemande devint insupérable. La machine de guerre, qui sembla invincible pendant des années, était de l'intérieur une opération de rapiéçage, de tension, de goulot d'étranglement et de contradiction qui ne pouvait fonctionner que tant que les ennemis tardaient à réagir. Lorsqu'ils réagirent, le système montra ses fissures de manière irréversible. Derrière les chiffres et les organigrammes, il y avait des personnes concrètes prenant des décisions dans des conditions concrètes. Hjalmar Schacht, le banquier qui inventa l'argent fictif pour financer le réarmement, finit arrêté par la Gestapo en 1944 après l'attentat du 20 juillet, bien qu'il n'eût pas de lien direct avec les conspirateurs. Il fut emprisonné à Dachau, puis à Flossenbürg. À Nuremberg, il fut acquitté. Erhard Milch, le secrétaire d'État qui construisit la Luftwaffe, fut condamné à la prison à perpétuité pour l'emploi du travail esclave dans l'industrie aéronautique. La peine fut commuée ultérieurement. Walter Dornberger, le colonel qui dirigea le programme de fusées à Peenemünde, émigra aux États-Unis après la guerre et travailla pour Bell Aerospace. Werner von Braun, le jeune ingénieur que Speer décrivit comme quelqu'un pour qui la V2 était un pas vers l'avenir de la technologie, devint le père du programme spatial américain et conçut la fusée Saturn V qui emmena les astronautes d'Apollo sur la Lune. Fritz Sockel fut pendu à Nuremberg le 16 octobre 1946. Albert Speer purgea 20 ans de prison à Spandau. Il fut libéré en 1966. Il mourut à Londres en 1981, alors qu'il accordait une interview pour la BBC. Ses mémoires, Der Sklavenarbeiter des Dritten Reiches, publiés en allemand en 1969, sont l'un des documents les plus cités sur le fonctionnement interne du régime.
et aussi l'un des plus contestés, parce que Speer était un maître dans l'art de gérer sa propre image historique. Hugo Junkers, le pionnier de l'aviation dont l'entreprise fut confisquée sous la menace d'une arme en 1933, mourut le 3 février 1935, le jour de son 75e anniversaire, sans avoir jamais récupéré le contrôle de ce qu'il avait construit. La rationalisation de Speer a augmenté la production allemande d'armement dans des proportions réelles. L'indice de production a triplé sa valeur entre 1942 et l'été 1944. Mais l'augmentation est arrivée trop tard et s'est heurtée à des limites qu'aucune réforme organisationnelle ne pouvait surmonter. La première était celle des matières premières. L'Allemagne n'a jamais eu un accès suffisant au pétrole. Les champs roumains de Ploiești, que les Alliés ont commencé à bombarder systématiquement en 1943, et le carburant synthétique des usines de l'intérieur étaient les seuls matelas disponibles. Lorsque ces usines ont commencé à être détruites en 1944, le système s'est paralysé. La deuxième limite était la main-d'œuvre. À mesure que le front oriental absorbait des millions de soldats, l'économie civile se retrouvait sans travailleurs qualifiés. Sokal pouvait faire venir n'importe quel Ukrainien ou Polonais pour pousser une brouette, mais fabriquer un moteur d'avion ou calibrer les systèmes de guidage d'un projectile exigeait des années de formation technique qui ne pouvaient pas être remplacées par de la main-d'œuvre esclave. La troisième était le transport. La Reichsbahn était à la limite de sa capacité dès avant la guerre. À mesure que le Reich s'étendait et que les fronts se multipliaient, le réseau ferroviaire est devenu le goulot d'étranglement central de toute l'économie. Chaque wagon avait trop de destinations possibles et trop peu de temps pour les atteindre toutes. La quatrième, et peut-être la plus profonde, était structurelle. L'économie nazie était un système dans lequel la décision politique pouvait modifier les priorités d'un jour à l'autre. Aujourd'hui les U-boots, demain l'armée, après-demain les fusées, sans qu'aucun organisme n'eût une autorité suffisante pour imposer de la cohérence. Hitler était l'arbitre final de tout, et Hitler prenait des décisions sur l'armement avec le même style intuitif qu'il utilisait pour les décisions opérationnelles. Basé sur l'intuition, sur des préférences esthétiques et sur le désir de croire que la technologie pourrait compenser le désavantage stratégique. Les documents présentés au procès de Nuremberg, particulièrement les archives du ministère de l'Armement et les procès-verbaux des conférences entre Hitler et ses ministres économiques, montrent un système dans lequel l'information montait déformée par la peur et les décisions descendaient distordues par l'idéologie. Personne ne voulait être le messager des mauvaises nouvelles. En janvier 1945, Hitler a interdit lors de l'une de ses conférences de situation que quiconque dise que la guerre était perdue, quiconque le ferait serait traité comme un traître avec des conséquences pour lui et sa famille. Dans les premiers mois de 1945, les lignes de production continuaient de fonctionner bien qu'avec des capacités décroissantes. Les ouvriers des usines, allemands, travailleurs forcés de l'Est, prisonniers de guerre, continuaient d'assembler des chars et des avions dans des installations que les bombardiers alliés avaient réduites à des structures semi-détruites recouvertes de bâches pour se protéger de la pluie. Dans le Mittelwerk, sous les montagnes du Harz, les prisonniers du camp de Mittelbau-Dora continuaient d'assembler des V2 dans les tunnels qu'ils avaient eux-mêmes creusés. Les murs en béton des tunnels absorbaient le bruit des marteaux-piqueurs. L'air était froid et humide. Dans les coins, les corps de ceux qui n'avaient pas survécu à l'épuisement et à la faim attendaient d'être retirés. À Kassel, les usines de Henschel continuaient de produire des Tiger jusqu'à ce que les chars de la 3e armée du général Patton arrivent aux abords de la ville en avril 1945. À Essen, les hauts fourneaux de Krupp brûlaient encore lorsque les troupes américaines ont traversé le Rhin. L'organisation Todt, la même qui avait construit le mur de l'Atlantique et les bunkers des U-boots à Lorient, Brest et Saint-Nazaire, a tenté de démolir les ponts du Rhin avant que les Alliés ne les traversent. En certains endroits, elle a réussi.
Sur le pont de Remagen, le 7 mars 1945, les explosifs ont échoué et les soldats du 9e corps, blindés américains, ont traversé de l'autre côté avant que personne ne pût les arrêter. Le Reich s'est terminé comme il a commencé, avec des pièges, des improvisations et l'abîme entre ce que le régime promettait et ce que la réalité permettait. Les procès de Nuremberg n'ont pas jugé seulement des individus. Ils ont jugé un système. IG Farben a été dissoute sur ordre des Alliés. Ses dirigeants ont été poursuivis lors du procès d'I.G. Farben en 1947 à 1948. Plusieurs ont été condamnés pour crimes contre l'humanité liés au travail esclave à Auschwitz. L'entreprise a été divisée en plusieurs sociétés successives, parmi lesquelles Bayer, BASF et Hoechst. Krupp, la famille qui avait fabriqué l'acier de 2 guerres mondiales, a également été jugée. Alfred Krupp a été condamné à 12 ans. Il a récupéré le contrôle de ses entreprises en 1951, après une amnistie du haut-commissaire américain John J. McCloy, qui a scandalisé de nombreux observateurs. Les usines de carburant synthétique de Leuna, Idrierwerk Pölitz et Ruhrl ont été partiellement démantelées par les soviétiques au titre des réparations de guerre. Les tunnels du Mittelwerk sont restés scellés pendant des décennies. Les recherches historiques sur les conditions de travail des prisonniers de Mittelbau-Dora se sont intensifiées à partir des années 80 et 90. Le site est aujourd'hui un mémorial et musée qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs par an. Werner von Braun est arrivé à Fort Bliss, au Texas, en septembre 1945, avec plus d'une centaine de scientifiques allemands dans le cadre de l'opération Paperclip. Il a travaillé pour l'armée américaine puis pour la NASA. En 1969, le Saturn V qu'il a conçu a placé Neil Armstrong sur la Lune. Il n'a jamais été jugé pour son rôle dans le programme V2 ou pour les conditions dans lesquelles les fusées ont été fabriquées. La machine de guerre allemande a été, en fin de compte, l'œuvre de milliers de personnes qui se sont convaincues, ou ont été forcées, de croire que leurs tâches individuelles avaient du sens au sein d'un projet plus grand. Les ingénieurs qui ont conçu les fusées, les ouvriers qui ont soudé les blindés, les comptables qui ont signé les contrats de travail forcé, les fonctionnaires qui ont organisé les transports ferroviaires qui emmenaient aussi bien des munitions vers le front que des juifs vers les camps d'extermination. Le même réseau, la même machine. Au sein du Troisième Reich, les différences entre un ministère et un camp de concentration, entre une usine d'armement et une installation d'assassinat de masse, étaient des différences de fonction, mais pas de système. Le train qui emmenait des roulements à billes vers les usines d'avions et le train qui emmenait des déportés vers Treblinka partaient des mêmes gares de triage, circulaient sur les mêmes voies, étaient gérés par les mêmes fonctionnaires de la Reichsbahn. C'est ce que signifie comprendre la machine de guerre allemande de l'intérieur.